Je m'appelle Mason, j'ai 34 ans. Et le mois dernier, j'ai découvert à quel point ma famille m'aimait. Ce n'était pas dans une carte, un SMS ou une conversation chaleureuse autour d'un dîner. C'était sur un morceau de papier froissé, taché de marques de café, au fond d'une poubelle. Avant de vous parler du silence qui est tombé sur une salle de bal lorsqu'une carte de crédit de 30 000 $ a été refusée, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Je veux savoir qui est avec moi dans cette histoire. Ça a commencé un mardi ordinaire. J'avais pris une demi-journée de congé du cabinet. Je travaille en comptabilité légale. Un titre chic pour trouver l'argent que les gens essaient de cacher. Je passe ma vie à regarder des feuilles de calcul, à suivre des actifs et à traiter avec des avocats fiscalistes. Ça paie bien, mais ça vous vide de votre énergie. J'ai regardé l'horloge sur mon tableau de bord. 13h30. Je me dirigeais vers la maison de mes parents pour déposer le dernier chèque pour le traiteur. Mon frère Carter se mariait dans 3 semaines. Carter a 26 ans. C'est l'enfant chouchou. Celui dont le sourire lui permet d'échapper aux contraventions. Celui que maman appelle son petit miracle. Moi? Je suis juste Mason. Le fiable. Celui qui conduit une berline de 6 ans pour que Carter puisse conduire la toute nouvelle voiture de sport qui est techniquement à mon nom. Je me suis garé dans l'allée. La maison de mes parents est belle, trop belle pour leur revenu de retraite, mais c'est là que j'interviens. Je complète leur mode de vie. Je paie les impôts fonciers. Je gère les réparations de toits imprévus. Je le fais parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille, n'est-ce pas? C'est ce que je me suis dit pendant une décennie. Je suis entré avec ma clé. La maison était calme. La voiture de maman était dans l'allée, mais elle n'était pas dans la cuisine. J'entendais des voix provenant du solarium à l'arrière. Carter et maman riaient. Je ne voulais pas interrompre leur moment. Je suis entré dans le bureau de mon père pour laisser le chèque sur son bureau. C'est comme ça qu'on faisait. Je laisse l'argent. Il le dépense. Transactionnel, propre, efficace. J'ai posé l'enveloppe sur le bureau en acajou, un bureau que je lui avais acheté pour ses 60 ans. Ma main a effleuré une tasse de café à moitié vide que j'y avais laissé le week-end précédent. C'était moisi, dégoûtant. Je l'ai prise pour la jeter dans la petite poubelle sous le bureau. C'est là que je l'ai vue. Une boule de papier épais de couleur crème. Un papier de haute qualité. Le genre de papier qui coûte 3 $ la feuille. Il était froissé, jeté comme un emballage de fast-food. Je ne sais pas pourquoi je l'ai attrapé. C'était peut-être le comptable en moi. Je déteste le gaspillage. Ou c'était peut-être une intuition. Cette petite voix au fond de votre tête qui murmure quand quelque chose ne va pas. Je l'ai étalé sur le bureau. C'était la version finale du programme de mariage et la liste principale des RSVP pour la réception. L'union de Carter et Emily, était-il écrit en élégante écriture dorée. J'ai scanné les noms. J'ai vu nos cousins de l'Ohio. J'ai vu les amis du club de bridge de maman. J'ai vu les vieux amis de golf de papa. J'ai vu des gens que je n'avais pas vus depuis 15 ans. J'ai cherché la section de la famille immédiate. Robert et Linda, parents du marié. Sponsor VIP. Les mots sponsor VIP étaient en gras, plus grands que les noms eux-mêmes. J'ai continué à scanner. J'ai cherché Mason, frère du marié ou témoin ou même juste garçon d'honneur. Rien. J'ai vérifié la liste des invités. Ordre alphabétique. Martin, Matthews, Meyers, Miller. Non, pas Mason. J'ai cligné des yeux. Je me suis frotté les yeux, pensant que la lumière fluorescente du plafond me jouait des tours. J'ai tourné la page. Peut-être étais-je répertorié sous les remerciements spéciaux. Rien. Mon nom n'était nulle part. J'avais payé les études de Carter pendant 4 ans. J'avais payé la bague de fiançailles au doigt d'Emily parce que Carter était un peu à court ce mois-ci. Je venais de déposer un chèque de 12 000 $ sur ce même bureau pour le traiteur. Et je n'étais même pas sur la liste. Ma poitrine s'est serrée. J'avais l'impression que quelqu'un avait plongé sa main dans ma cage thoracique et avait pressé mon cœur. Ce n'était pas juste une erreur. C'était une ébauche envoyée à l'imprimeur. C'était intentionnel. Puis j'ai entendu mon nom.
Cela venait du solarium. La porte était entr'ouverte d'1 pouce. L'acoustique de cette maison est étrange. Le son voyage par les conduits d'aération. Mason va être là d'une minute à l'autre avec le chèque. La voix de maman. Elle semblait anxieuse. Carter, tu es sûr de ça? S'il voit le programme, il ne verra pas le programme, maman. La voix de Carter. Douce. Arrogante. Il ne sera pas assis avec les invités. J'ai dit à Emily qu'il gère la logistique. Il sera à l'arrière avec les fournisseurs. Je me suis figé. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace. Mais c'est ton frère, dit maman, ne me défendant pas, juste énonçant un fait. Regarde-le, maman. Carter rit. Un son cruel et aigu. Il ne correspond pas à l'esthétique. Les parents d'Emily amènent le sénateur Wilkins. Nous essayons de projeter une certaine image ici. Succès. Vieille fortune. Mason arrive dans son costume bon marché avec cette cicatrice sur le menton. Il ressemble à un videur ou à un chauffeur. J'ai touché mon menton. J'ai eu cette cicatrice à 12 ans en tombant d'un vélo parce que j'essayais d'apprendre à Carter à rouler sans roulette. Il m'avait foncé dessus. J'avais pris le bitume pour qu'il n'ait pas à le faire. Alors, qu'as-tu dit à Emily, demanda maman. Je lui ai dit que c'est la main-d'œuvre, dit Carter. Je lui ai dit que c'est un ami de la famille qui avait besoin de travail. Alors, nous l'avons engagé pour gérer le parking et les fournisseurs. C'est pourquoi il n'est pas sur les photos. C'est du personnel, du personnel. J'ai regardé le chèque sur le bureau. 12 000 $. Et le titre de sponsor VIP à côté de nos noms, demanda maman. Sa voix s'abaissa en un murmure. Mais je l'ai entendu. Tu sais que cet argent appartient à Mason. C'est de l'argent de famille, maman. Carter la congédia. Mason est le portefeuille. Nous sommes le visage. C'est comme ça que ça marche. Il aime être utile. Laisse-le être utile depuis le parking. Ma main a plané au-dessus du chèque. Je pouvais le déchirer tout de suite. Je pouvais faire irruption dans le solarium et renverser la table. Je pouvais crier jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Mais je suis un comptable. Je n'agis pas sur l'impulsion. J'agis sur des preuves. J'agis sur la stratégie. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo de la liste des RSVP. Puis j'ai enregistré un mémo vocal de 10 secondes juste pour capter la fin de la phrase de Carter disant « Il aime être utile ». Laisse-le être utile depuis le parking. J'ai pris le chèque. Je l'ai plié proprement et je l'ai remis dans ma poche. Je suis sorti du bureau, silencieux comme un fantôme. Je suis allé à la porte d'entrée, l'ai ouverte, et l'ai claquée fort. Maman, Carter, ai-je appelé, prenant ma meilleure voix de frère insouciant. Les voix dans le solarium se sont instantanément tues. Une seconde plus tard, Carter a passé la tête. Il souriait, ce sourire à $1 million. Mason, mon vieux, dit-il, s'approchant pour me taper sur l'épaule. Juste à temps. Maman commençait à s'inquiéter pour le traiteur. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu les mocassins italiens que je lui avais achetés pour Noël. La montre que je lui avais donnée quand il avait obtenu son diplôme, ou quand il nous avait dit qu'il avait obtenu son diplôme. Ouais, ai-je dit. Ma voix était calme, terriblement calme. J'ai en fait oublié le chéquier à mon appartement. Je l'ai laissé sur le comptoir. Le sourire de Carter a vacillé une fraction de seconde. Mon frère, allez. La date limite est 17 heures. Tu dois y retourner et le chercher. Je le ferai, ai-je menti. Je retourne maintenant. Je voulais juste passer dire bonjour. Maman est entrée dans le couloir. Elle avait l'air nerveuse. Elle lissait sa blouse, évitant mon regard. Tu ne restes pas pour le café, Mason? Non, ai-je dit. Je dois aller être utile. Carter n'a pas compris la référence. Il a juste vérifié sa montre. D'accord, eh bien, dépêche-toi. Emily panique à cause de la compte. Ne t'inquiète pas pour Emily, ai-je dit. Je m'occupe de tout. Je suis sorti jusqu'à ma voiture. Ma vieille Honda de 6 ans.
Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai fixé le volant. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne pleurais pas. J'ai ressenti une clarté froide et dure s'installer en moi. Il voulait que je sois la main-d'œuvre. Très bien. Je les aiderai. Je les aiderai à réaliser exactement ce qui se passe quand le portefeuille se ferme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Julien, ai-je dit lorsque mon avocat a décroché, j'ai besoin que tu sortes les dossiers du titre de la voiture et des relevés de frais de scolarité. Tout, Mason? Julien semblait surpris. Tout va bien? Non, ai-je dit, regardant mon frère me faire signe depuis le porche, impatient d'avoir son argent. Tout est sur le point d'être très différent. J'annule le parrainage. M'éloigner de cette maison, c'était comme m'éloigner d'une scène de crime où j'étais la victime, mais le corps n'avait pas encore été retrouvé. Je suis allé directement à mon appartement. C'est un endroit modeste, une chambre, propre, fonctionnelle, pas comme le grand condo que Carter loue en centre-ville, celui pour lequel j'ai cosigné parce qu'il n'avait pas encore d'historique de crédit. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de faire l'audit de ma propre vie. Vous devez comprendre que ce n'était pas seulement une question de mariage. C'était une question de schéma. Un schéma qui a commencé il y a 4 ans lorsque papa s'est blessé au dos et a dû prendre une retraite anticipée. La pension n'était pas suffisante. Maman a refusé de réduire la taille de la maison. Ça tuerait ton père, avait-elle dit, en pleurant à cette même table. Nous avons une image dans cette communauté, Mason. Alors, j'ai pris le relais. J'étais l'aîné. C'était mon devoir. J'ai ouvert la feuille de calcul intitulée « Soutien familial ». Frais de scolarité pour Carter, 120 000 $ sur 4 ans. Il est allé dans un collège d'arts libéraux privé. Il insistait là-dessus, disait qu'il avait besoin de connexion. J'ai payé chaque semestre à temps. Je me suis souvenu du jour où il nous a dit qu'il avait obtenu son diplôme. Nous ne sommes pas allés à la cérémonie. Il a dit qu'il y avait une erreur de billetterie, seulement 2 billets, et il les avait donnés à sa petite amie de l'époque. Maman et papa avaient le cœur brisé, mais je lui ai juste envoyé un chèque de 5 000 $ comme cadeau de fin d'études. Maintenant, en regardant l'écran, je me suis demandé s'il y avait jamais eu de cérémonie. Je me suis connecté au portail parents de l'université. J'avais toujours le mot de passe parce que, eh bien, c'était moi qui payais les factures. J'ai navigué jusqu'à l'onglet Dossiers académiques. Statut, retiré. Probation académique. Dernier semestre actif, automne 2022. J'ai fixé l'écran. Il n'avait pas obtenu son diplôme. Il n'avait même pas suivi de cours pendant les 2 dernières années. J'ai ressenti une vague de nausées. J'avais envoyé des chèques de scolarité directement à l'école pendant les 2 premières années. Mais ensuite, Carter m'a demandé de lui envoyer l'argent en raison de complications d'inscription et qu'il paierait directement le caissier. Il avait empoché l'argent des frais de scolarité, environ 60 000 $. J'ai fait défiler mes relevés bancaires. Paiement de voiture, 850 $ par mois. La Porsche. Carter avait dit qu'il avait besoin d'une voiture fiable pour ses stages. Maman l'avait soutenu. Il ne peut pas se présenter à une entreprise de finance en bus. Mason, l'apparence est tout. J'ai regardé ma propre réflexion sur l'écran noir de l'ordinateur portable. L'apparence. Je ne suis pas un mannequin. Je le sais. J'ai un visage large, une cicatrice sur le menton, et mes cheveux ont commencé à s'éclaircir quand j'avais 28 ans. Je travaille 70 heures par semaine. J'ai des cernes sous les yeux. Je ressemble exactement à ce que je suis. Un homme fatigué qui porte le poids de 3 autres adultes sur son dos, mais trop laid pour les photos. Main-d'œuvre. J'ai ouvert le dossier intitulé « Au mariage ». Acompte pour la salle de réception, 10 000 $ payés. Fleuriste, 5 000 $ payés. Groupe, 4 000 $ payés. Robe d'Émilie, 6 000 $ payés. L'investissement total jusqu'à présent était de près de 45 000 $. Et il y avait encore 30 000 $ à payer dans 2 jours pour la restauration finale et les frais de la salle. Je me suis souvenu du dîner où Carter avait annoncé les fiançailles. Il avait ramené Émilie à la maison. Elle était douce, calme, une enseignante. Elle venait d'une famille aisée.
Son père possède une chaîne de concessions automobiles dans l'État, mais elle semblait humble. Carter avait tenu la cour à table, racontant des histoires sur ses investissements et son entreprise de conseil. Je me suis assis là, mangeant mon rôti de bœuf, acquiesçant. Je savais que son entreprise n'était qu'un site web dont je payais les frais d'hébergement. Je savais que ses investissements étaient des opérations de day trading avec l'argent de poche que je lui donnais. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il réussisse. Je voulais croire au mensonge. Je pensais que si je le soutenais assez longtemps, le mensonge finirait par devenir vérité. Mason avait dit maman ce soir-là, en entrechoquant son verre de vin. Nous sommes si fiers de Carter, n'est-ce pas? Il amène une si charmante jeune fille dans la famille. Oui, avais-je dit, très fier. Nous devons nous assurer que ce mariage soit parfait, avait ajouté papa, me regardant directement. Pas Carter et moi. Nous ne voulons pas que les Thompson pensent que nous ne pouvons pas suivre. Suivre le rythme. C'était la devise de la famille. Sauver les apparences. Suivre le rythme des voisins. Maintenir la mascarade. J'ai fermé l'ordinateur portable. La colère avait disparu, remplacée par une froide détermination mécanique. Dans mon domaine de travail, quand nous découvrons une fraude, nous ne devenons pas émotifs. Nous gelons les actifs. Nous coupons les lignes d'approvisionnement. Nous documentons tout. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la compagnie de cartes de crédit en premier. Ici Mason Reynolds. Je dois signaler une carte perdue. Non, en fait, je dois signaler que tous les utilisateurs autorisés sur mon compte platine doivent être retirés immédiatement. Oui, Linda Reynolds et Carter Reynolds. Avec effet immédiat. Certainement, monsieur. Nous pouvons traiter cela. Les cartes seront refusées à partir de maintenant. Bien, ai-je dit, et marqué le compte pour activité potentiellement frauduleuse. Je veux une notification pour chaque tentative de débit. Ensuite, j'ai appelé la banque. Je dois faire opposition à un chèque. Numéro 42. Oui. Et je dois transférer le solde de mon compte d'épargne conjoint, celui se terminant par 88.90, vers mon compte courant personnel. Tout? Oui. Laissez le solde minimum pour le garder ouvert. 5 $. C'était le fonds d'urgence de maman. Celui que je remplissais chaque mois avec 2000 $. Enfin, j'ai rappelé Julian. Tu as eu les dossiers, ai-je demandé. Je les regarde maintenant, Mason, dit Julian. Sa voix était sérieuse. La voiture est entièrement à ton nom. Tu es le principal titulaire du titre. Carter n'est qu'un conducteur autorisé sur l'assurance. Légalement, c'est ta voiture. Si tu la veux, tu peux la reprendre. Et les études? J'ai vérifié auprès du bureau du registraire de l'université. Il a abandonné il y a 3 semestres. Mason, où est passé l'argent? Alcool, vêtements et voyage à Cabo, je suppose, ai-je dit en me frottant les tempes. Julian, j'ai besoin que tu rédiges une lettre, mais ne l'envoie pas encore. Je veux qu'elle soit prête. Quel genre de lettre? Une demande de remboursement et un avis d'expulsion pour le condo. Mason, Julian fit une pause. C'est nucléaire. Tu vas faire exploser le mariage. Je ne fais rien exploser, ai-je dit, regardant la photo de la liste des RSVP sur mon téléphone. Sponsor VIP. Je démissionne simplement de mon poste de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre ne paie pas le champagne. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. As-tu trouvé le chéquier? La salle de réception vient de rappeler. Ils ont besoin du paiement d'ici jeudi ou ils n'ouvriront pas les portes. J'ai fixé le message. Je pouvais voir ces bulles de saisie apparaître et disparaître. Mason, dépêche-toi, s'il te plaît. Carter est tellement stressé. J'ai répondu. Trouvé. Je le poste aujourd'hui. Il devrait arriver d'ici jeudi. J'ai menti. Il n'y avait pas de chèque. Il n'y avait pas de courrier. Je voulais qu'ils attendent. Je voulais qu'ils transpirent. Je voulais qu'ils restent dans ce hall jusqu'à la toute dernière seconde, pensant que le filet de sécurité était là, seulement pour réaliser que j'avais coupé les cordes. Julian, ai-je dit au téléphone. Ne dis pas un mot à personne.
Laisse-les penser que tout est normal. Tu joues un jeu dangereux, Mason, a averti Julian. Non, ai-je dit pour la première fois de ma vie, je ne joue pas du tout leur jeu. Les 24 heures suivantes furent une leçon de maître en tromperie. Pas la mienne. Je suis allé travailler mercredi. Je me suis assis dans mon bureau, j'ai examiné les audits d'une entreprise de construction et j'ai bu mon café noir. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je ressentais une secousse d'anticipation sombre. À 10 heures, j'ai reçu la première notification de la compagnie de cartes de crédit, refusée. Le magasin de smoking. Montant, $450. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Carter. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 10h15, un SMS de Carter. Bro, ta carte ne marche pas. Ce doit être une erreur de puce. J'ai dû utiliser ma carte de débit. Peux-tu appeler la banque? Je dois récupérer les cadeaux des garçons d'honneur plus tard. Je n'ai pas répondu. À 11h30, une autre notification. Refusé. Fleuriste Antoine. Montant, $2200. Maman a appelé 3 fois de suite. J'ai répondu la 3e fois, gardant ma voix calme, tapant bruyamment sur mon clavier pour qu'elle entende que je travaillais. Salut maman. Désolé. Je suis au milieu d'un audit énorme. Qu'y a-t-il, Mason? Sa voix était perçante. La carte. Le fleuriste vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement a été refusé. Nous récupérons les arrangements demain matin pour le dîner de répétition. Tu dois régler ça. Oh, bizarre, ai-je dit, l'air distrait. La banque l'a probablement signalé pour activité inhabituelle à cause de toutes les dépenses du mariage. Je les appellerai pendant ma pause déjeuner. Ne t'inquiète pas. Fais-le maintenant, Mason. C'est embarrassant. Le fleuriste connaît les Thompson. Je ne peux pas le faire maintenant, maman. J'ai un client au bureau. Je m'en occuperai. Le chèque pour la salle est-il arrivé? Pas encore, a-t-elle claqué. Mais le courrier n'est pas arrivé. Il sera là, ai-je dit. Détends-toi. J'ai raccroché. Je n'ai pas appelé la banque. Je suis allé à la salle de repos et j'ai acheté un bagel. Cet après-midi-là, j'ai décidé que je devais être absolument sûr. Il y avait une petite partie de moi, la partie faible, la partie frère, qui chuchotait, peut-être as-tu mal compris. Peut-être que la liste des RSVP n'était qu'une erreur. Peut-être que Carter plaisantait. J'avais besoin de l'entendre de la source. J'avais besoin de regarder Emily dans les yeux. Je me suis rendu à l'hôtel boutique où Emily et Carter séjournaient avant le mariage. C'était un endroit chic en centre-ville, $600 la nuit. Ma carte de crédit, bien sûr. Je suis entré dans le hall. Je n'étais pas en costume. Je portais mon vieux sweat à capuche de gym et un jean. Je ressemblais exactement à la façon dont ils me voyaient, peu soigné. Je les ai repérés au bar du hall. Carter, Emily et les parents d'Emily, les Thompson. Ils prenaient le thé de l'après-midi. Je suis resté derrière un grand palmier en pot près du comptoir du concierge. Je n'étais pas assez proche pour tout entendre, mais je pouvais les voir. Carter animait une histoire avec ses mains, riant. Monsieur Thompson avait l'air impressionné. Je me suis approché du concierge. Excusez-moi, ai-je dit à la jeune femme au comptoir. Je suis censé déposer un colis pour le marié, Carter Reynolds. Est-il dans les parages? Elle a levé les yeux, a souri poliment, puis a jeté un coup d'œil au bar. Oh, oui. C'est Monsieur Reynolds là-bas avec sa fiancée. Super, ai-je dit. Je ne veux pas les interrompre. Ils ont l'air occupés. Ils le sont, a-t-elle baissé la voix d'un ton conspirateur. Grand mariage ce week-end. C'est un sacré charmeur, n'est-ce pas? Il racontait au personnel tout à l'heure son empire Internet. Empire, ai-je répété platement. A-t-il mentionné son frère? Elle a froncé les sourcils, réfléchissant. Je ne crois pas. Il a mentionné que ses parents sont des financiers VIP. Et il a mentionné. Oh, il a dit que son assistant déposerait les sacs cadeaux plus tard. C'est vous, l'assistant? Oui, ai-je dit, forçant un sourire qui ressemblait à du verre brisé. C'est moi,
l'assistant. J'ai tourné pour partir, mais en le faisant, Carter s'est levé et s'est dirigé vers les toilettes, passant juste à côté de l'endroit où je me tenais. Il s'est figé quand il m'a vu. Mason, a-t-il sifflé, regardant autour de lui nerveusement pour voir si les Thompson regardaient. Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Tu ressembles à un clochard. Content de te voir aussi, Carter, ai-je dit. Je passais juste. Maman a dit que le paiement du fleuriste avait été rejeté. Oui, arrange ça, a-t-il claqué, ajustant sa cravate en soie. Et pourquoi es-tu ici? Si le père d'Émilie te voit. Écoute, vas-y. Je ne veux pas que tu ruines l'ambiance. L'ambiance, ai-je dit. D'accord. Et, Carter, je me demandais où est-ce que je m'assieds à la réception? Je n'ai jamais reçu d'invitation. Il a levé les yeux au ciel. Jésus, tu es encore là-dessus? Je t'ai dit que tu gères les fournisseurs. Tu prendras une assiette à l'arrière. On ne peut pas t'avoir à la table d'honneur, Mason. Regarde-toi. Il a fait un geste vers mon sweat à capuche. Tu ne corresponds pas au récit. Le récit étant que tu es un millionnaire autodidacte? Il s'est approché, son visage se durcissant. Le charmant garçon avait disparu. Le récit est ce que je dis qu'il est. Et toi? Tu es celui qui paie les factures parce que c'est tout ce à quoi tu sers. Tu n'as aucun capital social, Mason. Tu es ennuyeux. Tu es laid. Tu es célibataire. Alors fais ton travail. Paie ce putain de fleuriste et reste en dehors des photos. Personne ne veut voir ta cicatrice dans un album de mariage. Il m'a poussé dans la poitrine. Rentre chez toi. Transfère l'argent et ne montre pas ton visage tant que nous n'aurons pas besoin de toi pour charger les cadeaux dans la voiture dimanche. Il s'est retourné et est retourné au bar, remettant son masque de charme avant même de s'asseoir. Je l'ai regardé embrasser Émilie sur la joue. Je l'ai regardé lui sourire, complètement inconsciente qu'elle épousait un fraudeur. Je suis sorti de cet hôtel et tout doute persistant que j'avais avait disparu, réduit en cendres. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. Transfert terminé. Mon compte joint avec maman était maintenant vide. J'ai regardé les coordonnées de la salle. Le grand Hockeystadt. Je n'allais pas les appeler. Pas encore. J'allais laisser la physique prendre le dessus. Un objet en mouvement reste en mouvement jusqu'à ce qu'il frappe un mur. Carter était l'objet. Jeudi était le mur. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à imprimer. J'ai imprimé les relevés de frais de scolarité. J'ai imprimé l'avis de retrait du collège. J'ai imprimé le titre de propriété de la voiture. J'ai imprimé les relevés bancaires montrant les virements sur le compte de Carter. J'ai tout mis dans une belle et nette chemise cartonnée. Puis j'ai pris une douche. Je me suis frotté à vif. Je me suis rasé. J'ai regardé la cicatrice sur mon menton dans le miroir. Laid? Ai-je murmuré? Non, pas laid. Cher. Cette cicatrice m'a coûté une mâchoire cassée et 6 points de suture pour le sauver. J'ai regardé ma réflexion. Tu n'es pas la main-d'œuvre, Mason. Tu es le PDG de ce désastre. Jeudi matin est arrivé. 2 jours avant le mariage, la date limite. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h pile. Maman. Maman. Carter. Maman. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis préparé une tasse de café. Je me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé la ville se réveiller. À 11h, la notification de message vocal est apparue. C'était la responsable de la salle. Bonjour, ici Sarah du Grand Oak. Nous n'avons pas reçu le paiement final de 32 000 $. Nous avons essayé la carte enregistrée et elle a été refusée. Nous avons besoin du paiement avant 14h aujourd'hui, sinon nous ne pourrons pas permettre aux fournisseurs de s'installer pour samedi. Veuillez nous appeler immédiatement. L'horloge tournait. 12h. 13h. À 13h30, j'ai finalement pris le téléphone, mais je n'ai pas appelé la salle. J'ai appelé maman. Mason. Elle criait, littéralement. Où es-tu? Le chèque n'est jamais arrivé. La salle menace d'annuler.
Carter hyperventile. Tu dois virer l'argent maintenant. Je suis au travail, maman, ai-je dit calmement. Je ne peux pas virer autant sans être là en personne. Alors vas-y, va à la banque. Je ne peux pas, ai-je dit, j'ai une réunion. Au diable ta réunion, a rugi papa en arrière-plan. C'est le mariage de ton frère. D'accord, ai-je dit, écoute, dis à la salle que j'arrive. Je vous y rejoins. J'apporterai un chèque de banque. Dis-leur d'attendre. Combien de temps? Je serai là pour 16 heures, ai-je dit. Il ferme à 17 heures. Dépêche-toi. J'ai raccroché. Je n'allais pas à la banque. J'ai pris la chemise cartonnée. J'ai pris mes clés. J'allais à la salle de mariage, mais je n'apportais pas de chèque. J'apportais la vérité. Le trajet jusqu'au Grand Orchestat a duré 45 minutes. Cela m'a laissé beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai pensé au Noël où j'avais 22 ans. Je venais de commencer mon premier emploi. J'avais utilisé toute ma prime pour acheter un collier de diamants à maman. Elle l'a porté pendant une semaine, puis m'a dit qu'elle l'avait perdu. Un mois plus tard, j'ai vu un nouveau système de jeu dans la chambre de Carter. Il avait 16 ans. Il m'a dit que maman l'avait acheté pour lui. J'ai fait le lien des années plus tard. Elle avait mis le collier en gage pour lui acheter le jouet. J'ai pensé à la fois où papa a eu besoin d'une opération. J'avais payé la franchise, 5000 $. Carter ne lui a même pas rendu visite à l'hôpital parce qu'il avait la semaine de recrutement de sa fraternité. Papa l'avait défendu. Il construit son réseau, maçonne, laisse-le faire. J'ai serré le volant. Le cuir était usé sous mes mains. Le silence sur mon téléphone était lourd maintenant. Il pensait que j'étais en route. Il pensait que le portefeuille venait sauver la situation. Ils étaient probablement soulagés, probablement en train de plaisanter sur le fait que je m'y prenais toujours à la dernière minute mais que je livrais toujours. Je me suis arrêté devant le domaine. C'était magnifique. Pelouse vallonnée, piliers blancs, une fontaine qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. J'ai vu les voitures sur le parking, la Lexus de maman, le SUV de papa, et là, garé juste devant dans une place réservée, il y avait la Porsche, ma Porsche. J'ai garé ma Honda à côté. Le contraste était poétique, la berline grise rouillée à côté de la voiture de sport rouge brillante. J'ai monté les marches. J'entendais des voix à l'intérieur du hall principal. C'est bon, monsieur Thompson. J'ai entendu la voix de Carter. Il semblait tendu, mais essayait de rester léger. Juste un problème bancaire. Mon frère apporte les fonds certifiés maintenant. Il est essentiellement mon directeur financier. Eh bien, c'est un peu juste, fiston. Une voix profonde à gronde. Ce devait être le père d'Émilie. Cet endroit ne plaisante pas. J'ai poussé les lourdes portes en chêne. Le hall était magnifique. Lustre en cristal, sol en marbre. Debout près de la réception se trouvait tout le casting. Maman, papa, Carter, Émilie, et ses parents, et une femme à l'air sévère en blazer, Sarah, la gérante. L'air dans la pièce était si épais qu'on pouvait s'y étouffer. Quand la porte s'est refermée derrière moi, tout le monde s'est tourné. Maçonne, s'est exclamée maman, se précipitant. Ses yeux étaient grands, paniqués. Dieu merci. Tu l'as? Donne-le à Sarah. Carter a laissé échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant des heures. Il a souri au père d'Émilie. Tu vois? Je te l'avais dit. Fiable comme une horloge. Il s'est approché de moi. La main tendue. C'était un peu juste, frérot. Donne-le. Je suis resté là. Je n'ai pas fouillé ma poche. Je tenais la chemise cartonnée à mes côtés. J'ai regardé Émilie. Elle était magnifique même dans ses vêtements décontractés. Elle avait l'air inquiète. Salut, maçonne, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolé de t'avoir fait quitter le travail. C'est bon, Émilie, ai-je dit. J'ai regardé Carter. J'ai regardé mes parents. Maçonne, a aboyé papa. Le chèque, maintenant. Il n'y a pas de chèque, ai-je dit. Le silence qui a suivi fut instantané et absolu. C'était assourdissant.
Quoi? Carter a ri nerveusement. Bonne blague. Donne-moi le chèque. J'ai fait opposition au chèque il y a 2 jours, ai-je dit, ma voix résonnant dans le hall en marbre. J'ai annulé les cartes de crédit hier et j'ai vidé le compte joint ce matin. Maman a arrêté de respirer. Sa main est allée à sa gorge. Mason, qu'est-ce que tu dis, a-t-elle murmuré. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, ai-je répété. Je suis passé devant eux vers le centre de la pièce. Peut-être parce que j'ai trouvé la liste des RSVP dans la poubelle. Le visage de Carter est devenu pâle, d'un blanc fantomatique. Peut-être parce que j'ai vu que je ne suis pas de la famille. Je suis un sponsor VIP. Peut-être parce que je t'ai entendu dire à ta fiancée que je suis la main-d'œuvre. Je me suis tourné vers Emily. Elle avait l'air confuse, regardant tour à tour Carter et moi. Carter, a-t-elle demandé. De quoi parle-t-il? Il plaisante, M. Carter a bégayé. Il fait une crise. Il a trop travaillé. Mason, donne-nous l'argent et nous en parlerons plus tard. Je ne suis pas la main-d'œuvre, Emily, lui ai-je dit, l'ignorant. Je suis son frère. Je sais que tu es son frère, a dit Emily, fronçant les sourcils. Mais Carter a dit que tu préférerais rester en arrière-plan à cause de ta condition. Ma condition? J'ai regardé Carter. Être laid est-il une condition maintenant? Mason, arrête, a hurlé maman. Pas devant les Thompson. Surtout devant les Thompson, ai-je dit. J'ai ouvert la chemise cartonnée. Monsieur Thompson, ai-je dit, me tournant vers l'homme plus âgé. Vous êtes un homme d'affaires. Vous appréciez la diligence raisonnable, n'est-ce pas? Oui, a-t-il dit, ses yeux se rétrécissant. Alors vous devriez voir l'audit de Carter Reynolds. Je lui ai tendu le dossier. Tout a semblé bouger au ralenti. Carter s'est jeté sur le dossier, désespéré. Non, ne regardez pas ça. Mais papa a étonnamment attrapé le bras de Carter. Non pas pour l'arrêter, mais parce que papa était paralysé par le choc ou peut-être la honte. Cela a laissé à Monsieur Thompson suffisamment de temps pour ouvrir le dossier. Qu'est-ce que c'est? A demandé Monsieur Thompson, ajustant ses lunettes. Ça, ai-je pointé, c'est le relevé des frais de scolarité des 4 dernières années. J'ai payé 120 000 $ pour le diplôme de Carter. Alors, a craché Carter, luttant contre l'étreinte de papa. Beaucoup de parents paient les études. Regardez la 2e page, ai-je dit. Monsieur Thompson a tourné la page. Il l'a lu. Puis il a levé les yeux vers Carter, son expression passant de la confusion au dégoût. Probation académique. Retrait. Monsieur Thompson a lu à voix haute. Carter, tu m'as dit que tu avais obtenu ton diplôme magna cum laude. Je l'ai fait. C'est une erreur. Mason a falsifié ça, a crié Carter. Il transpirait maintenant. Des perles de sueur coulaient sur son front. Et la voiture, ai-je continué. La Porsche dehors n'est pas la sienne. C'est la mienne. Je paie le leasing. Je paie l'assurance. Carter n'est qu'un conducteur autorisé. Emily a reculé. Elle a regardé la bague de fiançailles à son doigt. Et la bague, a-t-elle murmuré. Sa voix tremblait. Carter m'a dit qu'il avait économisé pendant 2 ans pour ça. Chez Saphir Réserve, ai-je dit. Relevé se terminant par 4098. Novembre 2024. 12 500 $. Je l'ai remboursé le mois dernier. Oh mon Dieu. Emily a couvert sa bouche. Mason, s'il te plaît. Maman pleurait maintenant, me saisissant le bras. Arrête ça. Tu gâches tout. On peut arranger ça. Paie juste la salle. Et nous en discuterons à la maison. J'ai baissé les yeux sur ma mère, la femme qui m'a élevé, la femme qui m'a vu sacrifier mes 20 ans pour que son enfant chéri puisse faire semblant. En discuter, ai-je demandé. Comme vous avez discuté de ma place à la réception? À l'arrière avec les fournisseurs. Main-d'œuvre. Nous ne le pensions pas, sanglota-t-elle. C'était juste pour l'image. L'image est finie, maman, ai-je dit. J'ai retiré mon bras. Je me suis tourné vers Sarah, la gérante de la salle, qui observait la scène avec de grands yeux.
Sarah, ai-je dit, je suis le propriétaire de la carte de crédit se terminant par 5544. Je n'autorise plus aucune autre dépense. Si vous utilisez cette carte, je la signalerai comme fraude. Comprenez-vous? Oui, monsieur, a-t-elle dit rapidement. Absolument. Et puisque la compte a été payée avec ma carte, ai-je ajouté, je vérifierai votre contrat concernant les remboursements en cas d'annulation pour non-paiement. Mason, a rugi Carter. Il s'est libéré de l'emprise de papa et m'a chargé. Il m'a attrapé par le col. Espèce de connard jaloux. Tu fais ça parce que tu es un raté. Tu es seul et tu ne supportes pas que je sois heureux. Je n'ai pas bronché. Je suis resté ferme. Je suis 10 centimètres plus grand que lui. Et malgré mon travail de bureau, je porte le poids de cette famille. Je suis fort. Je ne suis pas jaloux, Carter, ai-je dit calmement, regardant ses yeux sauvages. Je suis juste fauché. Le portefeuille est vide. Le parrainage est annulé. Je l'ai repoussé. Il a trébuché en arrière, s'écrasant contre une exposition de vases à fleurs. Ils se sont brisés. Emily, a dit Monsieur Thompson, sa voix comme du granit. Monte dans la voiture. Emily l'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Monte dans la voiture, a-t-il répété. Il a regardé Carter avec un pur dégoût. Nous partons. Il n'y aura pas de mariage. Non, attendez. Carter s'est relevé précipitamment. Monsieur Thompson, s'il vous plaît. Il ment. C'est une manipulation. Je peux expliquer. Vous n'avez pas obtenu votre diplôme, a demandé Monsieur Thompson. Vous ne possédez pas votre voiture? Vous n'avez pas acheté la bague? Carter a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. La vérité était sur le papier dans la main de Monsieur Thompson. Monsieur Thompson a laissé tomber le dossier par terre. Vous êtes un fraudeur, fiston, et un parasite. Restez loin de ma fille. Il a pris le bras d'Emily. Elle n'a pas résisté. Elle a regardé Carter une dernière fois. Non pas avec amour, mais avec la réalisation déchirante qu'elle regardait un étranger. Elle a retiré la bague. Elle ne l'a pas jetée. Elle l'a posée délicatement sur le comptoir de la réception. Je crois que ceci vous appartient, Mason, a-t-elle dit doucement. Puis elle est sortie. Emily. Emily, a crié Carter, courant après eux, mais les portes automatiques se sont refermées sur son visage. Il les a regardés monter dans leur Mercedes et partir. Il s'est retourné vers moi. Son visage était tordu de rage. Je vais te tuer, a-t-il murmuré. Tu as ruiné ma vie. Non, Carter, ai-je dit. J'ai juste arrêté de la payer. J'ai regardé mes parents. Papa était assis sur un banc de velours, la tête dans les mains. Maman fixait le vase brisé, marmonnant, les Thompson? Les voisins? Oh, mon Dieu! J'ai ressenti une vibration dans ma poche. Mon téléphone. Je l'ai sorti. C'était une notification de la banque. Transfert terminé. Je les ai regardés une dernière fois. C'est le moment qui change tout, ai-je dit à la pièce silencieuse. C'est le moment où je reprends enfin le contrôle de ma vie. Je me suis tourné vers la caméra. Eh bien, vers vous qui écoutez, c'est ce moment. Merci d'avoir été patient avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et commentez le numéro 1 ci-dessous pour que je sache que vous écrivez avec moi. Cela aide plus de gens à trouver cette histoire et cela me dit que mon expérience signifie quelque chose pour vous. Votre soutien est la seule chose qui me permet de continuer à partager le reste de cela. Je suis sorti du Grand Hockeystadt. Le soleil se couchait. L'air était vif. Carter était debout près de la Porsche, donnant des coups de pied dans le pneu, hurlant des blasphèmes au ciel. Je me suis approché de lui. Donne-moi les clés, ai-je dit. Va au diable, a-t-il craché. Le titre est dans le dossier, ai-je dit. C'est ma voiture. Julien a déjà déposé les papiers. Si tu ne me donnes pas les clés, j'appelle la police et je la signale comme volée tout de suite. Il s'est figé. Il a regardé l'hôtel. Il a regardé ses parents sortir de la porte. Il m'a regardé. Il a fouillé sa poche et m'a jeté les clés au visage.
Je les ai attrapés. Tu es mort pour moi, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Je n'étais pas sur la liste, tu te souviens? Je suis monté dans la Porsche. Elle sentait le cuir neuf et l'eau de Cologne chère de Carter. J'ai ajusté le siège. Il l'avait trop incliné en arrière. J'ai démarré le moteur. Le rugissement du moteur était le plus doux son que j'ai jamais entendu. J'ai laissé ma Honda sur le parking. Je la récupérerai plus tard avec Julien. Ou peut-être que je la donnerai. Je suis parti, laissant ma famille debout sur le trottoir d'une salle de mariage qu'ils ne pouvaient pas payer, regardant leur sponsor VIP partir au coucher du soleil. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit cette Porsche pendant 3 heures, juste pour sentir sa puissance. J'ai roulé le long de la côte en regardant l'océan défiler, flou, pour la première fois en 10 ans. Je n'avais pas de nœud à l'estomac. Je n'avais pas de calculateur mental qui tournait dans ma tête sur le nombre de chèques que je devais écrire la semaine prochaine. Je me suis enregistré dans un motel, un joli, à environ 2 heures de route. J'avais besoin de distance. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il a presque explosé. 47 appels manqués. 112 SMS. Je les ai parcourus. Maman, comment as-tu pu? Tu es maléfique. Maman, tu nous as humiliés. Maman, le père d'Émilie nous poursuit pour détresse émotionnelle. Il ne le faisait pas. Je le savais. Maman mentait. Carter, je vais te poursuivre pour vol. Papa, Mason, appelle-moi. Nous devons trouver comment payer les frais d'annulation. Ils veulent 15 000 $. J'ai ri. Un vrai rire franc. Ils voulaient encore de l'argent, même maintenant. J'ai répondu à papa par SMS. Demandez à vos sponsors VIP. Puis je les ai bloqués. Tous. J'ai appelé Julien. Mason. Julien semblait essoufflé. Jésus, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Carter a appelé mon bureau, menaçant de le brûler. C'est fait, ai-je dit. Le mariage est annulé. Émilie l'a quitté. J'ai pris la Porsche. Tu as pris la Porsche. Julien a commencé à rire. Oh mon Dieu, quelle légende. Julien, j'ai besoin que tu t'occupes de l'expulsion. Le bail du condo est à mon nom, n'est-ce pas? Oui, tu es le garant, mais Carter est le locataire. Le bail expire le mois prochain. J'ai dit, ne le renouvelle pas, envoie-lui un avis de quitter les lieux et dis au propriétaire que je ne couvre pas le loyer le mois prochain. S'il reste, il paie. Il ne peut pas payer, a dit Julien. Il n'a pas de revenus. Exactement. Les quelques semaines suivantes furent un tourbillon de lettres juridiques et de silence. Je suis retourné au travail le lundi. Je portais un nouveau costume. J'ai conduit la Porsche au bureau. Mon patron, Monsieur Henderson, m'a vu sur le parking. Il a sifflé. Nouvelle roue, Mason. Tu as cambriolé une banque? Non, ai-je souri. J'ai juste arrêté un cambriolage. J'ai vendu la Porsche 2 jours plus tard. Je n'en voulais pas. Elle était entachée. J'ai pris l'argent, environ 65 000 $, et je l'ai placé sur un compte d'investissement à haut rendement. Je l'ai intitulé au Fonds de liberté de Mason. J'ai acheté un SUV sensé. Quelque chose pour moi. J'ai appris par le bouche à oreille, c'est-à-dire ma tante Brenda, la seule parente qui me parlait encore, ce qui était arrivé à la famille. Carter avait dû retourner vivre avec maman et papa. Sans la voiture et l'argent de poche, son image s'est effondrée. Son entreprise s'est effondrée parce que j'avais arrêté de payer les frais de serveur. Il travaillait maintenant dans un bar local, servant des boissons. Maman est tombée dans une profonde dépression. Non pas parce que je lui manquais, mais parce que les voisins savaient. Les Thompson avaient parlé. Tout le monde savait que son fils était un fraudeur et que son autre fils les avait coupés. Elle ne pouvait plus montrer son visage au club de bridge. Et papa. Papa était le seul à avoir essayé de me contacter. Il a envoyé une lettre à mon bureau. Mason, était-il écrit, nous avons fait des erreurs, mais tu es toujours notre fils. Nous sommes une famille. Tu as le devoir de pardonner. Devoir. J'ai déchiqueté la lettre.
Le devoir est à double sens. Ils ont violé le contrat. Environ un mois plus tard, j'étais dans un café en centre-ville. Je lisais un livre, quelque chose que je n'avais pas eu le temps de faire depuis des années. J'ai vu quelqu'un marcher vers ma table. C'était Émilie. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés. Elle avait l'air vraie. Mason, a-t-elle demandé. Je me suis levé. Émilie, salut. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Elle s'est assise, serrant ses mains autour d'une tasse chaude. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit. J'étais surpris. Me remercier? J'ai ruiné votre jour de mariage. Vous m'avez sauvé la vie, a-t-elle dit en me regardant dans les yeux. Si je l'avais épousé, si je l'avais découvert 5 ans plus tard avec 2 enfants, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je suis désolé que cela ait dû se passer comme ça, ai-je dit. Il a menti sur tout, a-t-elle dit. Pas seulement l'argent, qui il était, comment il traitait les gens. Il m'a dit que vous étiez lent, mentalement déficient. C'est pourquoi vous vous occupiez des tâches simples. J'ai serré la mâchoire. Waouh, oui. Elle a souri tristement. Je vois maintenant que vous étiez le seul intelligent dans la pièce. Nous avons parlé pendant 1 heure, non pas comme des beaux-frères et belles-sœurs, mais comme 2 personnes qui avaient survécu à la même tempête. Elle m'a dit qu'elle déménageait à Chicago, pour recommencer à zéro. Tant mieux pour vous, ai-je dit. Et vous, a-t-elle demandé. Que allez-vous faire avec tout cet argent supplémentaire? J'ai souri, un vrai sourire. Je pense que je vais faire un voyage, ai-je dit. Quelque part où personne ne se soucie de mon image. Elle a ri. Envoyez-moi une carte postale. Je le ferai. Elle est partie. Je l'ai regardée s'en aller. Je me suis assis là, dans le café, écoutant le bourdonnement des conversations, le tintement des tasses. J'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus de famille. Je n'avais plus de parents à satisfaire ni de frères à soutenir. J'étais seul. Mais pour la première fois de ma vie, seul ne se sentait pas solitaire. Je me suis senti libre. 6 mois se sont transformés en 1 an. Et laissez-moi vous dire qu'1 an de silence est une chose bruyante. Cela résonne dans vos oreilles au début. Étrange et inconfortable comme des acouphènes. Vous attendez toujours que le coup près tombe. Vous attendez toujours le SMS frénétique demandant de l'argent pour une caution ou le message vocal culpabilisant concernant une urgence médicale qui s'avère être un renouvellement de Botox. Mais finalement, le tintement s'arrête et vous n'entendez plus que la vie. Je n'ai pas seulement survécu aux retombées. J'y ai prospéré. J'ai pris le fonds de liberté, ces $65 000 de la vente de la Porsche plus l'argent que j'aurais gaspillé pour le mariage, et je l'ai réinvesti. Mais pas en actions. Je l'ai réinvesti en Mason. J'ai acheté une cabane, pas un manoir, un chalet à rénover en A-frame au bord d'un lac à 3 heures au nord de la ville. Il fallait un nouveau toit, une nouvelle plomberie et beaucoup de ponçage. Et pour la première fois de ma vie, je ne réparais pas quelque chose pour que quelqu'un d'autre en profite. Je le réparais pour moi. Chaque clou que j'ai martelé me donnait l'impression de sceller un cercueil sur mon passé. Je me souviens d'un samedi matin, debout sur la terrasse avec une tasse de café. Ma tasse dans ma maison, payée avec mon argent, regardant la brume rouler sur l'eau. Mon téléphone a vibré à l'intérieur sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai ignoré. Je suis allé pêcher à la place, mais le passé a une façon de vouloir se faufiler, surtout quand il est à court d'argent. Je suis retourné en ville un mardi pour un examen trimestriel au cabinet. Je suis entré dans mon bureau et ma secrétaire, Sarah, avait l'air mal à l'aise. Mason, a-t-elle dit, en baissant la voix. Il y a un homme dans la salle d'attente. Il dit qu'il est votre père. Je lui ai dit que vous étiez occupé, mais il a refusé de partir. Il est là depuis 2 heures. Je me suis arrêté. Ma main s'est resserrée sur la poignée de ma mallette. 14 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, qui n'avait pas eu lieu. Est-ce qu'il fait une scène, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. Il est juste assis là. Il a l'air fatigué, Mason. J'ai soupiré. Faites-le entrer. Quand la porte s'est ouverte, j'ai failli ne pas le reconnaître. Robert Reynolds, l'homme qui portait des costumes 3 pièces pour le brunch du dimanche,
portait un coupe-vent qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient gris, mal peignés. Il semblait plus petit. L'arrogance, la vantardise, tout s'était évaporé, ne laissant qu'une coquille vide. Il s'est assis sur la chaise en face de mon bureau. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le diplôme accroché à mon mur. Celui dont il ne s'était jamais soucié parce qu'il ne venait pas d'une Ivy League. Joli bureau, a-t-il dit. Sa voix était rauque. Que voulez-vous, Robert? Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne pouvais pas. Il a tressailli en entendant son nom. Nous perdons la maison, Mason. Je me suis adossé à ma chaise. Je n'étais pas surpris. Je savais que les impôts fonciers étaient dus il y a 3 mois. Je savais que l'hypothèque de cet endroit était un cauchemar de paiement unique à intérêt seul que j'avais restructuré pour eux pendant des années sans ma gestion financière. Le ballon avait éclaté. Je sais, ai-je dit. J'ai vu l'avis public dans la Gazette. La vente aux enchères pour saisie est prévue le mois prochain. Il a levé les yeux humides. Nous n'avons nulle part où aller. Carter, il ne contribue pas. Il ne peut pas garder un emploi. Il pense que le travail manuel est en dessous de lui. Votre mère est. Elle n'est pas bien, Mason. Elle reste juste dans le solarium à regarder le jardin. Cela semble difficile, ai-je dit. Neutre, professionnel, comme si je parlais à un client qui avait fait de mauvais investissements. Nous avons besoin de 40 000 $ pour arrêter la vente aux enchères, a-t-il dit. Le chiffre est resté en suspens. Juste un prêt. Nous vous rembourserons une fois que Carter aura son indemnité. J'ai levé un sourcil. Indemnité? Il poursuit l'université, a dit Robert. Une étincelle de l'ancienne illusion est revenue. Pour ne pas avoir soutenu sa déficience d'apprentissage. C'est pourquoi il a échoué. Ce n'était pas de sa faute. J'ai failli rire. Il le faisait encore, encourageant encore, réécrivant encore la réalité pour protéger l'enfant chéri. Il n'y a pas d'indemnité, Robert, ai-je dit. Et il n'y a pas de prêt. Mason, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. C'est ta maison d'enfance. Non, l'ai-je corrigé. C'est la maison où j'ai vécu au sous-sol pendant que Carter avait la suite parentale. C'est la maison où vous avez organisé une fête de remise de diplôme pour un fils qui n'a pas obtenu son diplôme. C'est un bâtiment et c'est une responsabilité. Nous serons sans abri, a-t-il murmuré. Vous avez la sécurité sociale, ai-je dit. Vous avez une pension. C'est peu, mais c'est suffisant pour un appartement de 2 chambres en banlieue. Vous ne mourrez pas de faim. Vous ne serez juste plus des VIP. Il s'est levé, son visage se tordant. Tu es froid. Tu as de la glace dans les veines. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu. Vous m'avez traité comme une transaction bancaire pendant 30 ans. Ne soyez pas surpris quand la transaction est refusée. Il est sorti en trombe. Mais ce n'était pas la tempête d'un homme puissant. C'était le pas traînant d'un homme vaincu. Je pensais que c'était la fin. Mais l'univers a le sens de l'ironie. 2 semaines avant la vente aux enchères, Julian m'a appelé. Tu ne vas pas croire ça, a dit Julian, sa voix dansant d'amusement. Devine qui vient de postuler pour un poste de parajuriste dans mon cabinet. Carter, ai-je deviné. Carter, a confirmé Julian. Mais voici le clou. Il t'a utilisé comme référence. Et sur son CV, il mentionne gestionnaire de patrimoine pour le Reynolds Family Trust comme ses 5 dernières années d'emploi. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Gestionnaire de patrimoine. Il ne pouvait même pas gérer un stand de limonade. Il est désespéré, Mason, a dit Julian. J'ai fait quelques recherches. Il a des dettes de jeu. Apparemment, il a essayé de maintenir le style de vie de flambeur après que tu l'aies coupé. Il a emprunté à des usuriers. Il n'est pas seulement fauché. Il est en danger. Ne l'engage pas, Julian. Évidemment que non. Mais je pensais que tu devais le savoir. La vente aux enchères est vendredi prochain. Tu y vas. J'ai fait une pause. Pourquoi irais-je? Pour tourner la page, a dit Julian. Et puis, la propriété est sous-évaluée. C'est un terrain de premier choix. Si tu l'achetais, tu pourrais la revendre, faire un profit sur leur misère.
Appelle ça le coup ultime du travailleur engagé au point. J'y ai réfléchi. Acheter la maison, les expulser moi-même. Cela ressemblait à quelque chose tiré d'un film de vengeance. Cela semblait satisfaisant. J'y penserai, ai-je dit. Vendredi est arrivé. C'était une journée pluvieuse et grise. La vente aux enchères a eu lieu sur les marches du tribunal du comté. Je me suis tenu à l'arrière de la foule, portant un imperméable et une casquette de baseball. Je les ai vus. Maman et papa étaient blottis sous un parapluie noir, l'air terrifiés. Carter était là, faisant les 100 pas, parlant frénétiquement au téléphone, essayant probablement de trouver un miracle. Le commissaire-priseur a commencé les enchères. Mise d'ouverture, 300 000 $. Silence. 300 000 $. Est-ce que j'entends 350? Un promoteur en trench coat beige a levé la main. 350. Maman a sangloté. Papa l'a entouré de son bras. 375. Un autre enchérisseur a surenchéri. Je les ai regardés. J'ai regardé la maison où j'avais appris à faire du vélo. La maison où j'avais réparé le toit. La maison où j'avais trouvé mon nom dans la poubelle. Je l'ai regardé leur échapper. J'avais l'argent. Mon crédit était impeccable. Je pouvais lever la main maintenant. Je pouvais l'acheter. Je pouvais les sauver. Ou je pouvais l'acheter et les expulser. Mes mains sont restées dans ma poche. J'ai réalisé quelque chose sous cette pluie. Acheter la maison, même pour la revendre, même pour me venger, c'était toujours m'impliquer. C'était toujours jouer leur jeu. C'était toujours me lier à leur chaos. La vengeance ultime n'était pas de les détruire. C'était l'indifférence. Vendu, a crié le commissaire-priseur. Pour 420 000 $ au monsieur en manteau beige. C'était fini. Maman s'est effondrée contre papa. Carter a donné un coup de pied dans une poubelle, ironiquement, et a crié au ciel. Je me suis retourné et je suis parti. Ils ne m'ont jamais vu. Je suis monté dans mon SUV et je suis retourné à ma cabane. Je me suis arrêté à un stand au bord de la route et j'ai acheté un sac de pommes. J'en ai mangé une en chemin. Ça avait un goût sucré. Les retombées étaient prévisibles. Ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le mode de vie des sponsors VIP était mort. Je n'ai pas complètement bloqué le bouche à oreille. J'avais besoin de savoir qu'ils étaient au moins en vie. Les dettes de jeu de Carter l'ont rattrapé. Il a été battu devant un bar, le nez cassé et 2 côtes fracturées. Pas de Porsche pour le conduire à l'hôpital. Il a dû prendre un Uber. Il a fini par travailler dans un lave-auto. Je suis passé une fois, des mois plus tard, non pas pour me vanter, juste pour voir. Je l'ai vu essuyer les jantes d'une Mercedes, transpirant sous la chaleur estivale. Il avait l'air plus vieux. Il semblait humble, ou peut-être juste brisé. Maman et papa sont devenus des ermites. La honte était trop forte pour Linda Reynolds. Elle ne supportait pas d'être ordinaire. Elle a arrêté de teindre ses cheveux. Elle a arrêté d'organiser des fêtes. Un soir, environ 8 mois après la vente de la maison, j'étais dans ma cabane. J'avais terminé les rénovations. L'endroit était magnifique. J'ai entendu une voiture s'arrêter sur l'allée de gravier. J'ai regardé par la fenêtre. C'était une berline cabossée. La voiture de Carter. Je n'ai pas paniqué. Je n'avais plus peur de lui. Je suis sorti sur le porche. Mon chien, un golden retriever de refuge nommé Buster, montait la garde à mes côtés. Carter est sorti. Il avait l'air mal en point. Son nez était de travers à cause de la fracture. Il portait un jean taché. Il s'est approché des marches mais n'est pas monté. Joli endroit, a-t-il dit. Il n'avait pas l'air sarcastique. Il avait l'air fatigué. C'est le cas, ai-je acquiescé. Que veux-tu, Carter? J'ai entendu dire que tu étais ici, a-t-il dit. Tante Brenda me l'a dit et il a donné un coup de pied dans le gravier. Maman est malade. Vraiment malade cette fois. Pneumonie. L'appartement a de la moisissure. J'ai attendu. Nous avons besoin d'aide, Mason, a-t-il dit.
Il m'a regardé et pour la première fois en 27 ans, je n'ai pas vu d'arrogance. J'ai vu de la peur. Je ne peux pas couvrir les médicaments. La pension de papa est passée dans le loyer. Je gagne le salaire minimum. C'était le test, l'examen final de ma nouvelle vie. L'ancien maçon aurait écrit un chèque. L'ancien maçon les aurait conduits à un hôtel. L'ancien maçon l'aurait arrangé. J'ai regardé mon frère, le garçon que j'avais protégé, l'homme qui m'avait traité de laid. Je ne peux pas te donner d'argent, Carter, ai-je dit. Maçon, s'il te plaît. C'est maman. Je ne peux pas te donner d'argent, ai-je répété, parce que je sais où il va. Mais j'ai sorti mon téléphone. J'appellerai la pharmacie près de chez vous. Je paierai directement l'ordonnance. J'appellerai un spécialiste en décontamination de moisissures pour inspecter votre appartement. S'il est inhabitable, je paierai un motel pour 3 nuits directement à la réception. Mais toi, tu ne toucheras pas un sou. Papa ne touchera pas un sou. Carter m'a fixé. Vous ne nous faites toujours pas confiance. La confiance se gagne, ai-je dit. Tu as passé 4 ans à dépenser ma confiance en vodka et en voiture de sport. Tu as dépassé ton découvert. Il a baissé les yeux. Il a hoché la tête lentement. D'accord, maçon. Merci. Et Carter, ai-je appelé alors qu'il se tournait pour partir. Il s'est arrêté. Ne reviens pas ici. C'est mon sanctuaire. Si tu as besoin de moi pour une véritable urgence, appelle Julien. Il transmettra le message. Mais si tu te présentes à nouveau sur mon allée, je te ferai arrêter pour intrusion. Il a tressailli. Nous sommes frères, maçon. Nous partageons l'ADN. C'est de la biologie, ai-je dit. La fraternité, c'est se montrer présent. Tu ne t'es pas montré présent pour moi tant que tu n'avais pas besoin de quelque chose. Au revoir, Carter. Il est monté dans sa voiture et est parti. Je suis resté longtemps sur le porche. J'ai payé les médicaments. J'ai payé le motel. Cela m'a coûté $500. C'était un petit prix à payer pour vérifier que j'étais toujours un être humain, mais avec des limites d'acier. Je n'étais plus leur distributeur automatique. J'étais leur parent éloigné qui aidait par charité, non par obligation. J'étais le cas de charité maintenant, et l'ironie avait un goût plus doux que les pommes. Ce soir, je suis assis près de la cheminée dans la cabane. Buster dort à mes pieds, chassant des lapins dans ses rêves. Le feu crépite, projetant de longues ombres sur les murs de cèdre. J'ai la liste des RSVP, pas l'original, celle que j'ai laissée dans le dossier avec Monsieur Thompson, mais j'ai gardé la photo sur mon téléphone. Je l'ai imprimée une dernière fois. Sponsor VIP, Robert et Linda. Je la regarde et je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus ce poids écrasant dans ma poitrine. Je ressens de l'indifférence. C'est une chose étrange. Réalisez que vous avez été le méchant de votre propre histoire en vous permettant d'être la victime. Je les ai rendus capables pendant 10 ans. Je leur ai appris que mon amour était une monnaie. Je leur ai appris que s'ils appuyaient sur le bouton de la culpabilité, le tiroir caisse s'ouvrirait. Je me lève et je jette le papier dans le feu. Je regarde les bords se recroqueviller. Je regarde l'écriture dorée devenir noire. Je regarde Sponsor VIP se dissoudre en cendres. Elle monte par la cheminée. La fumée disparaît dans le ciel nocturne. Mon téléphone vibre. Il y a un SMS d'Emily. Elle m'envoie une photo de son nouvel appartement à Chicago. Elle a l'air heureuse. J'ai trouvé un endroit, écrit-elle. Pas de sol en marbre, mais c'est à moi. Merci encore, maçon. Je réponds. Ça a l'air parfait. Profitez de la liberté. Je pose le téléphone. Je pense au concept de famille. On nous dit dès la naissance que la famille est tout. Le sang est plus épais que l'eau. Mais on ne nous donne jamais la citation complète. L'adage original est que le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre. Les liens que vous choisissez sont plus forts que ceux que vous héritez. J'ai choisi ma famille maintenant. C'est Julien qui m'a soutenu légalement et émotionnellement. C'est Buster qui m'aime, que je conduise une Porsche ou une Honda. C'est Emily, une survivante qui comprend les cicatrices. Et surtout, c'est moi.
J'ai dû apprendre à être mon propre père, ma propre mère, mon propre frère. J'ai dû me parrainer moi-même. Je marche jusqu'à la fenêtre et je regarde le lac. La lune se reflète sur l'eau. Un chemin argenté menant à nulle part et partout. J'ai 35 ans. J'ai une cicatrice sur le menton qui me donne l'air dur. J'ai un compte bancaire qui est le mien. J'ai un avenir qui est à écrire. Je ne suis pas la main-d'œuvre. Je ne suis pas le frère laid. Je ne suis pas le portefeuille. Je suis maçonne. Et pour la première fois de ma vie, c'est suffisant. Vous savez, écrire cette histoire m'a fait réaliser quelque chose de profond. Et j'espère que cela vous marquera aussi. Nous confondons souvent les limites avec la trahison. Nous pensons que dire non à la famille est un acte de guerre alors qu'en réalité, c'est un acte de survie. La maltraitance financière est une vraie maltraitance. Ce n'est pas parce qu'il ne vous frappe pas qu'il ne vous blesse pas. Si votre amour n'est accepté que lorsqu'il vient avec un prix, ce n'est pas de l'amour. C'est un service d'abonnement et vous avez tout à fait le droit de l'annuler. Vous ne devez à personne votre santé mentale, votre stabilité financière ou votre dignité, quel que soit l'ADN que vous partagez. Je veux vous entendre. Vous êtes-vous déjà senti comme le sponsor VIP dans vos propres relations? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un que vous aimiez pour vous sauver? Laissez un bon dans les commentaires si vous pensez que j'ai pris la bonne décision ou partagez votre propre moment de liberté ci-dessous. Construisons ici une communauté où nous nous rappelons mutuellement que nous valons plus que ce que nous pouvons offrir. Merci d'avoir écouté. Restez forts et gardez vos reçus. Tengo Pues una- yo pensaba literalmente poner algo que diera luz, bloques luminosos y encima alfombras, porque eso deja que siga pasando la luz y se ve pues obviamente como si fuera luz de color. ¿Dónde estábamos, pues? Estábamos explorando. Oh, ¿no me invitaron? Te dijimos que Oh. íbamos a ir y tú dijiste, no, yo tengo que ir a hacer mi Oh. casa. No, Sí. yo les dije que voy a ir a hacer mi casa, me avisan, pero no me invitaron. No, dijo que me avisan. Dijo, bueno, me voy a ir a hacer mi casa. Eso Oh. dijiste. Sí. Oh. Bueno, igualmente ni quería. De hecho, bueno. venimos a hacer unas cosas y vamos a volver. ¿Quieres ir? Porque creo que está la Ancient City Pero ahí. me están preguntando que quiero ir porque yo anteriormente ya había dicho que quería ir y no me invitaron porque no me preguntaron. ¿Cómo me Bueno, pueden si invitar no porque quieres sé que- ir, no vas. Mira, te estamos diciendo que si quieres ir. ¿Quieres ir o no quieres ir? Pero me están invitando por cortesía o porque quieren que yo vaya. Estamos invitando porque sí, porque de hecho incluso dijimos como, hey, Víctor se está perdiendo la exploración. ¿Verdad? Wow, ¿Cuántas veces lo dijeron? varias. Como 3 ¿Cuántas? veces. Varias. Matamos Mira, un dragón por lo ya. menos una fue. Oh, un dragón, pero si eso es ilegal, muchachos. ¿Cómo ¿Por pueden qué? hacer eso? ¿Por qué Ah, un ilegal? dragón Ah, no, un dragón. Ah, no, otro dragón. No, Ah, y sí, además sí. matar dragones no es ilegal. Sí. Lo que es ilegal es craftear cosas con lo que da los dragones. ¿Verdad? Oye, Bobiti está verdad. haciendo cosas. Ah, sí, ¿viste? Ah, Puta, Bobiti, no me ayudas mucho, ¿eh? pero eso hay que leer el huevo reglamento. Webity, ya que estás aquí, Sí. una pregunta. Tenemos dos personas que... Una persona que no se ha conectado en más de una semana. Esa persona... ¿Murió? La van a Mm. fuillir del server. O sea, eso mismo. ¿La van a expulsar o...? ¿Qué pasó? Depende de Hermano, lo que diga el huevo ¿Por qué marrón. quieres que sacara a gente del grupo, men? O sea, se nota que le odias, ¿no? La persona que quiere salir, ¿no? Para amor. Ah. No, lo que no quiero es que hayan esas estructuras así aquí. Oh. Sí, dije la casa de Lili, de Lili está fea. Ya, ahí la- Y Sí, la está de... fea ya. ¿Y la de Jesus? Y la de Jesus. Oh. Pues sería cuestión de platicarle al huevo marrón de que esas personas ya jamás van a regresar. O sea, no Y, sabemos. pues, No sabemos, ¿eh? No, Sí. no sé. no. O sea, pues porque entraron, llegaron, pusieron sus casas, Porquerías.
Oh, what the fuck, ey, ¿qué les pasa, hermano? ¿Por qué tratan así? A ver, Víctor, ve a... Somos compañeros. Ok, califícalo. Califica esa casa, por favor. ¿Por qué Del tenemos 1 al que colocar 10. una calificación? ¿Por qué tenemos que colocar una calificación Porque te a estoy una pidiendo casa? que la califiques. Que la Esa- calificación es importante, ayudan a la gente a desempeñarse mejor. Es como el censo. ¿Sí saben lo que es el censo? No, Ok, cuando, ¿Cómo por que no ejemplo... sabes que es un censo, maldita sea? marica, tengo 21 años, marica, yo ando Ya, re pero... perdida. ¿Tú nunca has participado en un puto censo? No, sí, marica, literalmente, hoy fue mi primera exonerada de un examen en todo lo que llevo viviendo. Hermano. Ey, ¿de qué te ríes? No, es que se me olvida que soy demasiado mayor. Oh, oh, pues Hueviti, ¿qué estás viejo, haciendo? perdón, viejito. Estoy. Sí, respeto estoy con tus cocinando. mayores. Está fluyendo. Hey, muchachos, ¿quieren ver Mm, mi árbol? Mi Tu tronco, árbol. mi tronco. A ver. ¡Qué asco! Ah, no. Ah, Ey, no, son pero divinos. Víctor se lo toma muy personal. O sea, uno no puede bromear con Víctor, ¿eh? ¿Y se incendia? Ey, quieto. Oye, y si le prendo fuego aquí, por ejemplo, aquí, ¿se incendia?